Mark Stulman nous a fait remonter tout à l'heure à 1949, c'est ça, pour la première voiture autonome, la voiture de Oui-Oui. Moi, je vais vous ramener en 1995. C'est moins loin, mais chacun ses références. 1995, c'est le premier ministère des technologies de l'information, l'ancêtre du ministère du numérique aujourd'hui, qui a été créé en France, occupé par François Fillon à l'époque. À cette date-là, Luc Julia avait déjà quitté le CNRS et s'était installé dans la Silicon Valley, où il a eu la brillante carrière que l'on sait, dont la partie la plus célèbre est assurément la paternité de l'assistant d'Apple, Siri. La décennie 2010 le verra intégrer le groupe du géant coréen Samsung en tant que vice-président chargé de l'innovation, avant qu'il ne rejoigne 10 ans plus tard, en avril 2021, le groupe français Renault comme directeur scientifique chargé de la R&D. Un homme qui a assurément un avis intéressant sur l'IA utile et une vision industrielle, et qui nous a fait le grand plaisir de venir la partager avec nous aujourd'hui lors d'un échange mené par Grégory Flandin, directeur de programme intelligence artificielle pour les systèmes critiques à l'IRT et à Anity, à l'IRT Saint-Exupéry et à Anity. Un échange probablement au goût de Madeleine pour Luc Julia, né il y a un peu plus de 57 ans, à tout juste 10 km d'ici, pour la petite histoire. Je vous prie de les applaudir bien fort. Messieurs, c'est à vous. Est-ce que ça marche? C'est bon. Cher Luc, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, on connaît ton avis sur l'intelligence artificielle, les précautions infinies qu'il faut prendre sur la compréhension, les limites de cette intelligence artificielle. Ça tombe bien, tu as dans la salle, je pense, des gens qui, pour la plupart, sont convaincus à la fois que l'IA peut apporter quelque chose dans des fonctionnalités, sous réserve qu'on sache vraiment les spécifier, les préciser, sur un spectre un peu étroit, en connaissant les limites, en connaissant les garanties qu'on peut apporter, etc. Donc tu as un public relativement acquis, je pense, à cette cause-là, mais on va quand même rentrer un petit peu dans le détail. Alors pour commencer, je voulais... Donc on va placer cet entretien sur le thème des IA au service de l'industrie et des enjeux d'un point de vue du réalisme qu'on peut y amener. La première question que j'ai envie de te poser, c'est quels sont selon toi les 2 ou 3 exemples un peu emblématiques de là où l'IA va pouvoir vraiment apporter quelque chose dans l'industrie? Alors bon, si on parle de l'industrie automobile dans laquelle je suis aujourd'hui, il y a des... On pense tout de suite à la voiture, mais il faut penser, comme on a dit tout à l'heure, à la construction de la voiture aussi. Et donc, par exemple, il y a des endroits qui sont relativement simples où on peut appliquer de l'IA. C'est dans cette construction, justement, dans la gestion des robots. Parce qu'on sait que cette industrie est très robotisée depuis les années 60, hein, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. On a énormément de données qu'on n'a jamais utilisées. Parce que bon, ces robots qui sont là, ils créent beaucoup de données. On n'avait pas eu l'idée ou la possibilité de connecter ça. Maintenant que c'est connecté, on arrive à faire remonter toutes ces données et donc d'avoir une vision plus globale de comment ces machines potentiellement tombent en panne, parce que les machines tombent en panne de temps en temps. Et donc faire ce qu'on appelle de la maintenance prédictive ou de la maintenance préventive, avec l'IA, ça marche bien. Hein, c'est des stats de base, c'est des trucs assez simples. Donc du coup, ça c'est un gain de productivité énorme en fait. Dès qu'on arrive à faire quelque chose qui va permettre de prévoir qu'un robot va tomber en panne, alors qu'on a 500 gars dans la chaîne qui sont là et qui vont être mis au chômage technique pendant le temps où on répare le robot. Si on arrive à le savoir 2-3 jours avant, on va rediriger ces gens-là et puis on va faire en sorte que cette chaîne ne tombe pas en panne. Donc juste ce petit exemple-là est super chouette à mettre en place. Et il n'y a effectivement pas que dans l'industrie automobile qu'on peut faire ça. Après ça, il y a les IA, hein, parce qu'il faut parler des IA au pluriel, évidemment.
les IA peuvent être appliquées, comme tu l'as dit, dans des domaines très, très, très particuliers et vont être excessivement efficaces. On parlait du marteau tout à l'heure. Effectivement, ça va planter le clou vachement mieux que ma main. D'accord. Donc du coup, ces IA vont être très fortes et dans les autres domaines que moi j'aime bien, les domaines industriels en général, c'est le médical. On en a parlé tout à l'heure. Enfin, c'est le ministre qui disait que 30% des médicaments seront créés ou générés ou aidés par ces IA génératives. Donc dans le médical, ce qui est très très intéressant, c'est que on est en train de découvrir, bon, ça fait depuis les années 2000, depuis le début des années 2000, on découvre un peu de quoi nous sommes faits, hein, l'ADN. Et l'ADN est c'est de la statistique combinatoire. Et donc, évidemment, dès qu'on parle statistique combinatoire, l'IA est là. D'accord. L'IA nous permet de faire des choses absolument extraordinaires aussi dans la potentialité de comment recombiner les choses, comprendre comment les combinaisons sont faites, etc. Donc le potentiel de la médecine est immense et extraordinaire. Un autre domaine que moi j'aime bien, et je pense qu'on va y venir petit à petit, c'est tout ce qui va être, on parle de smart cities depuis des années et des années, hein, certainement au niveau de la métropole ou au niveau de la région, on adore penser aux smart cities, mais c'est très compliqué. C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment encore fait. On n'a pas réussi à faire les smart cities parce qu'on n'a certainement pas réussi encore à faire déjà les smart homes. Et donc, petit à petit, on va réussir à faire en sorte, encore une fois, de collectionner les données qui vont bien pour pouvoir faire en sorte de comprendre ce qui se passe et donc de faire remonter au niveau de la ville, peut-être, au niveau du pays, des choses. Donc, je pense qu'aussi l'IA, au niveau de la digitalisation des maisons, des villes, des pays, va aussi amener beaucoup. Donc, bon, ça, c'est les 3 exemples qui me viennent comme ça en tête, parce que enfin, pour moi, c'est les plus excitants, parce que c'est ceux qui vont le plus toucher ce que j'appelle les vrais gens. C'est-à-dire que c'est notre vie de tous les jours. Avec un retour immédiat sur la société. Exactement. Et la productivité, l'efficacité. Et est-ce qu'à contrario, selon toi, il y a des sujets où c'est même pas la peine de regarder, où c'est perdu d'avance, où l'IA, malgré tout ce qu'on peut en dire, tout ce qu'on peut en croire, n'a aucune chance de faire quoi que ce soit? Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il faut éliminer un domaine. Je pense pas. Je pense qu'il faut regarder dans tous les domaines, regarder les applications. Par contre, il faut regarder avec un œil critique. C'est-à-dire comprendre ce que ça va vraiment amener et ce que ça va potentiellement détruire. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi dans ces IA, c'est que c'est pas tout rose. Hein. Donc il y a des choses qu'on peut faire qui sont extraordinaires, mais au niveau, on va certainement en parler, de l'inefficacité de ces IA en termes énergétiques, c'est quand même assez aberrant. De temps en temps, ces données, ces milliards de données, quand on parle de ChatGPT, quand on voit que le ChatGPT 3.5, c'est 175 milliards de morceaux de données, c'est beaucoup. Et donc, du coup, est-ce que ça vaut la peine vraiment, des fois, de s'embêter à mettre ces choses-là sur ces data centers qui sont, on sait, d'une manière énergétique, pas du tout efficaces. Donc, je ne pense pas qu'on puisse s'interdire de regarder un domaine. Par contre, je pense qu'il faut, à chaque fois qu'on regarde un domaine, comprendre quelle est la balance. Parce que quelque part, il y a une balance. Quand on fait quelque chose, quelque part, on détruit autre chose. Alors on parle beaucoup de destruction d'emplois aussi, on parle de choses comme ça, donc on peut en parler parce que moi je pense que la balance est plutôt positive, mais on va certainement le voir. Mais en tout cas, voilà, il faut regarder les domaines, quels qu'ils soient, avec cette idée de dire qu'est-ce que ça va vraiment amener, gain de productivité, mais qu'est-ce que ça va aussi potentiellement détruire. À la fin, un outil n'est utile par définition que s'il sert à quelque chose. D'accord ? C'est la définition même de l'outil. Dans notre boîte à outils, parce que je compare souvent, donc effectivement, les intelligences artificielles, l'intelligence artificielle, si j'ai à donner une définition, c'est une boîte à outils dans laquelle il y a des outils divers et variés, comme le marteau, le tournevis, la scie, etc. Et chacun de ces outils est excessivement utile pour quelque chose de particulier. Je ne vais pas utiliser le tournevis pour aller planter un clou. D'accord ? Enfin, je peux essayer, mais c'est complètement con. Donc, voilà, il faut juste aller chercher le bon outil pour la bonne chose et à un moment se dire, en fait, cet outil-là, il sert à rien. Donc,
c'est pas la peine que je m'embête à essayer d'utiliser ça, à faire rentrer le machin dans le trou là, alors que ça ne rentrera pas. Finalement, ce que tu questionnes un peu, c'est la capacité à intégrer des IA dans quelque chose qui serait qui aurait une grosse capacité à généraliser, à s'adapter au contexte, etc. Finalement, les IA comme boîte à outils très spécifiques sur des spectres, oui, mais plus alors, que ça. Voilà, on va en parler tout de suite. Hein, les GI, Artificial General Intelligence, il faut arrêter. Je veux dire, ça ne sert strictement à rien. Enfin, c'est même pas un but en soi. Je ne sais pas quoi ça peut servir. Hein. À nous remplacer, à faire en sorte qu'on ait ce débat entre deux IA aujourd'hui, ça sert à quoi? Je veux dire, bon. Donc, de toute façon, c'est impossible. On va peut-être parler de la voiture autonome qui m'amuse beaucoup. C'est ma question suivante. Ouais, on va y venir. Mais bon, c'est évident que ces IA généralistes sont beaucoup trop compliqués, sont hors de portée, franchement. D'accord ? Donc on parle aujourd'hui avec les IA génératives, on parle un peu d'IA généraliste. On dit, ouais, ça y est, on est tout proche maintenant parce que les IA créent. Alors là, je veux mettre un point de vocabulaire. Hein, autant, moi, j'aime pas le terme intelligence artificielle. Hein. C'est pour ça que j'ai écrit un bouquin il y a quelque temps qui s'appelle l'intelligence artificielle n'existe pas. Ce qui n'existe pas, c'est cette intelligence artificielle généraliste, justement. Et cette intelligence artificielle de la voiture de Oui, mais aussi, surtout, de Terminator ou de Her, tout ce qui est de Hollywood. D'accord ? Donc, toutes ces intelligences artificielles qu'on vénère ou qu'on craint. Je veux dire, ça n'existe pas, ça. C'est pas ça l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, comme je dis, c'est cette boîte à outils. Cette boîte à outils dont on contrôle la création et dont on contrôle l'utilisation. D'accord ? Et donc, on a la main sur le manche du marteau, hein, pour revenir à ça. C'est-à-dire qu'on contrôle, on décide. Et donc, du coup, c'est pas la peine d'essayer d'atteindre quelque chose qui n'est pas possible. N'essayons même pas. Mais faisons, par contre, dans chacun de ces domaines dont je parlais tout à l'heure, faisons en sorte d'avoir les outils qui soient les plus performants possibles dans ces domaines-là. Et donc, bien déterminer le domaine d'emploi, le domaine de définition dans lequel on se positionne. Ouais, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir faire ce qu'on appelle du transfer learning. Hein. Dans les communautés de l'IA, on dit on peut de temps en temps utiliser des bases de données dans un autre domaine que pour ce pourquoi la base de données a été créée. Donc on va faire du transfer learning pour pouvoir accélérer en quelque sorte, parce qu'on n'a pas la base de données qui va bien dans l'autre domaine, accélérer le domaine qu'on est en train de regarder. Donc faire du transfer learning, c'est très bien. Mais par définition, il y aura des données qui vont manquer, donc il va falloir en rajouter certainement. Mais donc, pouvoir passer d'une expérience, avoir une expérience dans un domaine et pouvoir l'utiliser dans un autre domaine, très bien. Évidemment qu'il faut faire ça, d'accord ? C'est très bien. De temps en temps, on peut se dire, tiens, ce marteau-là, il est sympa, je peux l'utiliser ici, mais il n'est pas tout à fait pareil. Celui-là, il va être en plastique parce que les trucs sont plus fragiles. Donc, encore une fois, et c'est là qu'on invente le maillet, d'accord ? Donc, on peut utiliser ces IA, mais encore une fois, c'est de l'évolution dans des domaines particuliers. Et l'IA généraliste, on va oublier. Et donc, on va passer à la voiture autonome. Exactement. Voilà. Est-ce que finalement, la voiture autonome, donc on a connu une espèce d'engouement, d'emballement un peu hors du temps, je dirais. On peut donner des noms. Hein. Pardon ? On peut donner des noms. Oui, tu peux donner des noms. Ouais. Je vais donner des noms. Et une forme de déception, j'ai l'impression aujourd'hui, mais finalement, la voiture autonome, est-ce qu'on n'est pas déjà dans quelque chose qui est en dehors de la boîte à outils ? Ouais, alors bon, la voiture autonome, un peu comme je pourrais écrire un autre bouquin qui s'appelle La voiture autonome n'existera jamais. Comment s'appelle-t-il ? Elon Musk. Elon Musk, ouais, non, il faut le dire. 2015, ce brave garçon, on sait tous maintenant qu'il est fou. Hein. Bon, on sait. Maintenant, avec Twitter, je pense que vous avez bien compris, il est timbré, le gars. Mais 2015, il nous dit la voiture autonome est pour hier. La voiture autonome était là, hein, les Tesla étaient autonomes en 2015. 2018, il remet une petite couche, il dit bon, je me suis trompé en 2015, mais c'est là maintenant. Là, 2018, d'accord, ça y est, les voitures sont autonomes. Quand il parle de voiture autonome, il parle de la voiture autonome niveau 5. Celle qui est complètement autonome, c'est-à-dire qu'elle va d'un point A à un point B sans aucun problème, quelle que soit la situation, blablabla. C'est la K2000 de marque. C'est la K2000 plus. Hein, c'est même encore plus. Bref. Et donc, dans ces niveaux d'autonomie, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 4, on y arrivera certainement. 4, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que ça va être la plupart du temps automobile, ça peut aller autonome, ça peut aller d'un endroit A à un point B, en général. Mais des fois, ça ne va pas marcher. Et des fois, il va y avoir besoin d'une intervention humaine. D'accord ? Ça, c'est le niveau 4. Niveau 5, j'ai 0 intervention humaine. Ça marche tout le temps. Et c'est ça qui ne marche pas.
Et c'est ça qui ne marchera jamais. Donc j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, hein, si vous travaillez sur l'autonomie niveau 5, vous pouvez arrêter. Mais déjà, il faut comprendre où on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à peine au niveau 3. Ça veut dire que mon niveau 4, c'est encore la science-fiction pour nous. Et donc Tesla est au niveau 2.5. Ils sont même encore en dessous de certains Allemands qui ont déclaré qu'ils étaient au niveau 3. Donc, ces niveaux d'autonomie, on arrivera au niveau 4, mais je vais vous dire pourquoi, quand même, je vais vous le prouver que ça n'existera pas le niveau 5. Je vais vous le prouver avec une histoire que je raconte tout le temps, donc vous allez être saoulés si vous avez déjà entendu, mais je vais vous la raconter quand même. C'est mon histoire favorite. C'est l'histoire d'une voiture. Il y a Waymo qui est très connu dans le domaine des voitures autonomes, qui travaille sur les voitures autonomes depuis 10 ans, plus de 10 ans maintenant, 2012. Et Waymo, c'est la compagnie de Google qui fait des voitures autonomes. Et son CEO, en 2018, justement, quand Musk racontait ces conneries-là, le CEO de Waymo a dit les gars, non, enfin, on n'y arrivera pas. Par contre, concentrons-nous sur niveau 4, ce sera déjà super. Et d'ailleurs, je donne ma base de données de 10 millions de miles qui ont été conduits, des vidéos de voitures qui ont conduit 10 millions de miles dans le monde entier. Je donne ça à la communauté pour que la communauté aille plus vite pour développer le niveau 4. Donc, super base de données, d'accord ? Et donc, évidemment, des gens comme moi, on est allé voir les vidéos. Alors, j'ai pas eu le temps de regarder les 10 millions de miles, ça fait long. Mais par contre, au bout d'une heure ou deux, j'ai trouvé ce que j'appelle une pépite. J'en ai trouvé plein depuis. Mais une pépite, c'est quoi ? C'est un truc qui dit que j'ai raison. qui va expliquer qu'effectivement, le niveau 5 n'existera jamais. Et cette pépite, elle est assez emblématique. Et encore une fois, il y en a plein. On peut en parler de plein. Mais celle-là, ça amuse beaucoup. Donc, on est dans la rue de Mountain View. On voit une voiture. Voilà, donc la caméra qui prend à travers le pare-brise. Voilà la voiture qui roule dans la rue de Mountain View. C'est dans la Silicon Valley. Il ne se passe rien. C'est chiant, Mountain View. Bon, bref. Et donc, la voiture roule. Et puis, au bout d'un moment, elle s'arrête. Et puis au bout de 2-3 secondes, elle refait 2-3 mètres et s'arrête. 2-3 secondes, elle refait elle s'arrête. Et elle fait ça 5-6 fois. Et là, la caméra est au-dessus du pare-brise, comme ça, et on voit les mains du safety driver. Il y a toujours un gars qui est dedans, qui est là pour surveiller que ça se passe bien. Donc on voit les mains qui reprennent le volant et le mec qui s'en va, parce que derrière, les mecs commencent à être énervés. Il n'y a aucune raison que le truc s'arrête comme ça. Et là, on se dit, mais ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui se passe ? Et on regarde bien la vidéo, on voit que sur le trottoir, il y a 2 gars qui sont en train de marcher dans la même direction de la bagnole. Bon, jusque-là, pas mort d'homme, c'est que 2 mecs qui marchent sur le bord de la route, c'est pas grave. Mais quand on regarde bien, on voit que le gars qui est le plus proche de la route, il est en train de marcher avec sur son épaule un panneau stop. Alors, et là, nous, on voit un connard sur le bord de la route qui marche avec un panneau stop. Nous, enfin... la plupart d'entre nous. Il faut venir me voir si ce n'est pas le cas. Mais nous, on ne s'arrête pas. D'accord ? La bagnole, elle suit ce qui s'appelle le code de la route. Et elle voit un panneau stop, elle s'arrête. Et elle s'arrête. Et elle s'arrête. Bon, vous avez compris quoi. Donc c'est le genre de trucs qui sont emblématiques. Et il y en a plein. Il y a l'histoire de le camion qui porte des feux rouges. D'accord, il y a un camion qui porte des feux rouges, la bagnole qui est derrière, elle ne sait pas quoi faire. C'est fabuleux. Donc, il y a plein de trucs comme ça qui, nous, humains, on ne réfléchit même pas. On n'a pas à faire... on n'a jamais vu ce cas. Ce cas n'existe pas. Mais il y a une différence fondamentale entre les intelligences artificielles et nous. C'est que nous, on invente. Nous, on crée. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur les IA génératives. Il y a un truc qui est bien dans le vocabulaire, c'est qu'on a appelé ça IA générative et pas IA créative. Parce que la créativité reste du côté de l'humain. Elle est dans le prompt. Vous savez, quand vous faites de l'IA générative, vous avez un prompt, vous rentrez quelque chose. C'est là la créativité. Elle est là. Si vous voulez lui faire dire n'importe quoi, vous allez lui faire dire n'importe quoi. Vous allez lui faire dire ce que vous avez envie qu'elle vous dise. D'accord ? Donc la créativité, elle reste du côté de l'humain. Et donc l'IA générative, il faut bien comprendre que c'est pas magique, c'est pas généraliste, c'est génératif. Ça génère des trucs à partir de données plus ou moins bonnes, parce que les 175 milliards de données dont je parlais tout à l'heure, c'est en gros Internet. Et vous avez peut-être remarqué que sur Internet, il n'y a pas que des trucs vrais. Donc de temps en temps, il y a des trucs faux. Et donc dans les IA génératives, de temps en temps, il y a des trucs faux. Merci pour ces exemples assez éloquents en effet. Renault a annoncé il y a quelque temps, a adopté en tout cas une stratégie de digitalisation assez forte, assez importante. Ton embauche en est un exemple. Tu peux nous dire 2 mots là-dessus rapidement ? Oui, bon, le but du jeu, justement, c'est pas de devenir Tesla, parce que vous avez compris que c'est peut-être pas la peine. Mais
Le but du jeu, c'est d'effectivement amener la technologie pour les vrais gens. Les vrais gens, nous tous, là, quand on voit ces nouvelles voitures qui arrivent, on se dit pourquoi pas nous, on aimerait bien avoir ça aussi. Donc l'accès à ces technologies, ne serait-ce que par le fait que je pense que personne dans la salle n'a pas de téléphone portable. Et donc avoir ces trucs-là, être habitué à ce genre de technologie-là, ce serait important d'avoir la même chose dans les voitures. Et donc pour ça, il faut être une compagnie de technologie. D'accord. Et donc Renault, Luca De Meo, quand il est arrivé il y a un peu plus de 2 ans et demi maintenant à la tête du groupe, il a dit j'aimerais que Renault devienne une compagnie de technologie. Et donc ça se fait pas comme ça, du jour au lendemain. Il faut effectivement apporter des gens qui ont fait un peu de techno avant. Il faut former. On parlait de formation tout à l'heure des gens qui sont déjà dans les entreprises, les former à ces nouveaux métiers. Donc il faut venir inspirer, il faut venir expliquer, il faut venir donner des exemples. On dit souvent que Tesla c'est un téléphone sur roue, qu'ils ont créé le truc, ils ont rajouté les roues autour. Ils ont créé le téléphone, enfin la partie ordinateur, ils ont rajouté les roues. Nous, on a plein de roues. Il faut qu'on mette dedans des ordinateurs. Donc, on a des capacités extraordinaires dans la fabrication elle-même de voitures. On a plus de 100 ans d'expérience dans la fabrication de voitures. On n'est pas trop mauvais. Mais c'est vrai que, un point de vue électronique ou informatique, c'est peut-être pas exactement notre forté. Donc, évidemment, j'exagère un tout petit peu. Sur les 120 000 et quelques personnes du groupe, il y a quand même quelques milliers de gens qui font du numérique aujourd'hui, mais il faut en faire en plus encore, et certainement changer quelques process à l'intérieur de la boîte pour passer de quelque chose qui est plus industriel, lourd, et avec ce qu'on appelle le waterfall dans les décisions. Et donc de décider les choses plus en mode agile que de décider en waterfall avec des planifications à 5 ans. Parce que la vérité, c'est qu'une planification en 5 ans pour une voiture qui sera au top de la modernité digitale, ça ne va pas le faire. Parce que dans 5 ans, je suis incapable de vous dire ce qui sera dans nos poches et dans nos téléphones, par exemple. Donc, il faut être beaucoup plus agile. Et pour ça, il faut faire par l'exemple avec des petits projets. C'est ce qu'on essaie de faire chez Renault, de dire on va prendre des domaines particuliers. Je te parlais tout à l'heure de ces usines, donc prendre ce domaine-là, qui n'a pas l'air relié à la voiture, mais qui quelque part l'est quand même. Et donc aller chercher dans toute la panoplie des choses qu'on fait, que ce soit du design, que ce soit dans la fabrication de la voiture, que ce soit dans la voiture elle-même, aller chercher des petits projets qui vont être emblématiques et qui vont permettre de montrer qu'on est capable de digitaliser et de faire en sorte que le monde digital nous rattrape dans ces voitures. Donc, petit point d'étape. Les IA, ça peut servir comme boîte à outils sur des domaines très spécialisés. Je voudrais qu'on parle un petit peu des freins quand même qu'on peut avoir en termes d'industrialisation de ces outils-là. Une bonne partie des gens qui sont dans la salle travaillent vraiment sur ces thématiques-là. Je voudrais avoir un peu ton avis. On ne peut pas vraiment traiter l'IA, on ne peut pas du tout traiter l'IA comme un humain, on l'a vu pour son incapacité à généraliser, à s'adapter, à créer, etc. On ne peut pas non plus la traiter complètement comme un système classique, une voiture, un avion, parce qu'on ne sait pas mettre en place les process de qualification, de certification aujourd'hui qui vont bien. Est-ce que toi, tu vois une issue à ça? Est-ce que tu peux nous donner quelques priorités d'axes de recherche qui pourraient être inspirants pour nous aujourd'hui? Je ne sais pas si je peux donner des priorités, mais ce qui est sûr, c'est que quand on va utiliser ces IA, il faut, comme je disais tout à l'heure, comprendre les impacts déjà. Donc comprendre les impacts aussi bien environnementaux, dont j'ai touché un mot juste, que tous les autres impacts qui sont, par exemple, dans l'utilisation des données, et surtout en Europe avec RGPD, comprendre exactement ce que ça veut dire, qu'est-ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, et qu'est-ce que des fois je peux aller négocier aussi, potentiellement. Donc déjà, dès le départ, avoir dans son objectif, dans ce qu'on veut développer, avoir tout le background, toute la connaissance de ce que on est capable d'appliquer, de la panoplie qui est disponible pour nous. Maintenant, la réalité, c'est que dans le développement des IA qui arrivent dans les années qui viennent, et là on est en plein dedans aujourd'hui, il va falloir réglementer tout ça.
C'est-à-dire qu'il va nous falloir des points de réglementation pour pouvoir nous donner ces carcans qui finalement, de temps en temps, on ne sait pas trop où on est. Donc il va falloir réglementer, il va falloir que nos amis là, au niveau des ministères de Bruxelles, etc., déjà s'éduquent. Donc le truc de base, et c'est vrai pour nous aussi, hein, donc quand on fait de l'IA dans les entreprises, il faut déjà qu'on s'éduque pour comprendre ce qu'on peut faire avec et quelles sont les limites qu'on y associe. On n'a pas forcément raison, mais c'est ça. Et donc du coup après, avoir le régulateur qui va nous aider aussi à faire des choses. Alors on sait très bien que le régulateur est en retard en général sur l'innovateur. Il y a une petite quinzaine d'années d'écart en général. Donc on est un peu dans le flou, nous, quand on va commencer à faire des applications industrielles et quand on va commencer à vouloir faire des choses. Mais après ça, il faut, on va parler d'éthique pas mal déjà aujourd'hui, il faut appliquer une certaine éthique. Et ça, c'est là où ça devient aussi compliqué, parce que c'est quoi l'éthique, hein? Donc, est-ce que c'est l'éthique personnelle? Est-ce que c'est l'éthique de l'entreprise? Est-ce que c'est l'éthique qui est reliée à la régulation qui n'existe pas encore? Donc, c'est compliqué. Donc, des directions, je n'en ai pas vraiment. C'est juste, c'est ce que j'appelle le gut feeling, hein. Donc, on a envie de faire des choses, on essaye, mais toujours avec derrière ou à côté de nous, là, le petit criquet qui nous dit... attention, réfléchis, prends du recul. Fais pas comme Marie Curie en 1903 et réfléchis que c'est dangereux ce que tu fais potentiellement. Une attitude d'ingénieur, quoi. Ouais, alors attends, alors là je vais pas me faire des copains là, mais alors. Il y en a plein, fais gaffe. Ouais, justement, mais alors je vais vous dire un truc, c'est un secret. Hein, je suis ingénieur français, donc je peux le dire, mais pas comme les ingénieurs français alors. D'accord? C'est-à-dire que là, moi, il y a un truc que j'ai découvert d'extraordinaire depuis que je suis arrivé, parce que bon, j'ai jamais travaillé en France. En fait, c'est la première fois que je travaille en France depuis toujours. Et alors, l'ingénieur français est extraordinaire. Hein, c'est un être extraordinaire. C'est quelqu'un, quand on lui pose une question et quand on lui dit ouais, on va faire un truc, machin comme ça, le premier truc qu'il dit c'est oh, c'est pas possible. Je dis mais les gars, je veux dire, c'est excitant quoi. Oh non. On va t'expliquer pourquoi c'est pas possible d'abord, et puis après, on va essayer. Alors, évidemment, moi, ça me surprend un peu. J'arrive de la Silicon Valley. Dans la Silicon Valley, c'est un tout petit peu le contraire. C'est les mecs qui sont tous excités comme des puces, on fait des conneries monumentales, on a fait plein de trucs, et puis après, on se dit, oh putain, c'était des conneries. D'accord? Mais donc, j'aimerais bien qu'il y ait un peu le mix. Hein, et puis, arrêtez de me dire, c'est pas possible, et soyez comme ça. Dites-moi un jour, ouais, on va le faire. Ça me ferait super plaisir. Je te jure, à Toulouse, ils sont comme ça. Ah ouais. Tu sais, on a une équipe à Toulouse ici. Hein, donc, si on prend l'exemple de ChatGPT, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est un outil qui pourrait être extrêmement utile, bien utilisé, toujours dans nos industries. Est-ce que tu vois des conditions à son utilisation? Ouais, bon, c'est un super outil. Hein. On va tous jouer avec, certainement pas dans les bonnes conditions, justement parce que vous avez filé les plans du prochain Airbus à Monsieur GPT. Mais bon, ça c'est votre problème. Non, mais blague à part, c'est un super outil, mais super dangereux dans le fait qu'effectivement on peut partager. Vous avez certainement entendu ce qui s'est passé il y a 3 semaines à peu près avec Samsung. Il y a un ingénieur chez Samsung qui a dit c'est super, ChatGPT, on va utiliser tout ça. Et oui, il l'a bien utilisé depuis ses ordinateurs Samsung et du coup il y a des trucs qui sont montés un peu chez Monsieur OpenAI. Donc il faut faire super gaffe. Et évidemment qu'il ne faut pas utiliser ChatGPT aujourd'hui pour regarder le prochain design de l'avion en disant tiens, tu peux me dessiner le prochain avion. Ça c'est une bonne idée. Et je te donne d'ailleurs mes designs d'aujourd'hui, hein, et puis tu me fais le nouveau. Ouais, alors ça c'est une bêtise. Donc il faut faire super gaffe parce qu'effectivement les données, une fois qu'elles sont là-haut, elles sont là-haut. Hein, donc elles sont parties, elles sont plus à disposition. Il y aura Microsoft vient d'annoncer par exemple une version de ChatGPT de leur version qui sera dans des clouds dédiés. Donc déjà, ça va être beaucoup plus sécurisé, on va dire, pour ce qui est du partage des données. Et donc on va pouvoir contrôler les données et faire effectivement en sorte de ajouter aux modèles qui sont les modèles génériques, rajouter nos propres données. Donc ça sera important, mais il faut attendre un tout petit peu. Donc attendez que vos systèmes, que vos gens de l'IT disent
on peut utiliser un truc parce que c'est soit en local, comme par exemple certaines de ces IA, vous pouvez les downloader et donc les avoir on-premise, hein, donc chez vous. Donc ça, c'est OK. Mais dès que c'est connecté, il ne faut pas les utiliser aujourd'hui. Il faut surtout, parce que c'est autant ouvrir vos armoires de IP, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de souveraineté dès la création de ce type d'outils aussi, finalement, parce que on voit que c'est créé sur des schémas très anglophones. Ouais, c'est le même problème qu'on a avec le cloud. En général, on dit depuis longtemps il nous faut un cloud souverain et on n'a pas vraiment toujours de cloud souverain, hein. Aujourd'hui, ce qu'on nous propose, c'est des clouds qui sont pas souverains, qui sont peut-être un peu protégés, mais quand on a une relation, par exemple, entre Orange et Microsoft ou entre... je ne sais plus qui c'est Thales, je ne sais plus quel est le deuxième qui joue avec Google. C'est pas souverain, d'accord. Donc il faut faire attention. Donc il y a des mots. D'ailleurs, ils appellent plus ça souverain, mais bon. En tout cas, on a le problème avec le cloud, donc c'est sûr qu'on a des problèmes. Disons, alors là encore, je ne vais pas vous faire une leçon d'économie parce que c'est certainement pas mon domaine, mais on a en Europe en général, on n'a pas ces gros à la Facebook, à la Google et tout ça, on n'a pas été capable de les créer, même si la plupart et beaucoup de l'IP et beaucoup de l'intelligence qui a été mise en œuvre pour créer ces gros, elles viennent d'Europe, elles viennent de France aussi. Donc c'est un peu dommage, mais on n'a pas la capacité aujourd'hui en Europe de faire ces scale-up, ce qu'on va appeler les scale-up. Donc on fait beaucoup de start-up depuis 2012-2013, depuis que le gouvernement a un ministre du numérique digne de ce nom. On fait des choses intéressantes avec la French Tech. On fait des startups, plein de startups, et c'est génial parce que ça permet d'avoir cette émulation qui est très très intéressante et qui va après trickle down. Alors c'est à la mode là, je ne sais plus comment on dit en français, mais qui va partir dans les grosses boîtes et des choses comme ça. Les grosses boîtes vont faire de l'acquisition de et c'est très intéressant. Donc tout cet écosystème est intéressant. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas le scale-up. Et le scale-up, c'est quoi? C'est quelque chose qui va devenir un Google, un Facebook, etc. Et pourquoi on n'a pas le scale-up? Parce qu'on n'a pas les sous. Donc en gros, on n'a pas le capital risque. La différence entre la Silicon Valley et la France, c'est que dans la Silicon Valley, on a des VC, des centaines de VC, les venture capitalistes. Et ces venture capitalistes, c'est des capital risqueurs. Ce n'est pas des banquiers. Nous, nos VC, c'est beaucoup des banquiers. Donc c'est une différence essentielle qui fait que mettre 1 million dans le truc, c'est ce que peut faire la BPI et tout ça, ils font ça très bien et c'est super, hein, donc c'est une super chose d'amorçage. Donc la BPI fait son boulot pour ça, pour les startups, mais on n'a rien après. Et c'est pas le rôle de l'État d'ailleurs, hein. Ce ne sera pas à l'État de mettre 100 millions, parce que là on parle de 100 millions, on a cité une compagnie qui venait de lever 100 millions, ça ne se fait pas facilement ça. Et quand on a 6, je crois, ou 7 licornes en France, ça ne veut rien dire. Donc, on a un problème là, et donc pour revenir à ta question sur le fait qu'il faille créer les technologies en local, oui, on pourrait créer un cloud européen, on n'a pas réussi, on n'a pas fait encore. On a des petites choses, mais c'est pas assez global, il n'y a pas assez de services, etc., etc. Et c'est une histoire de sous. Merci pour ces réponses. J'ai deux dernières questions, puis après on laissera un peu de temps aussi pour que tout le monde puisse poser des questions. Concernant donc il y a un moratoire qui a été récemment signé par quelques personnalités, dont Yoshua Bengio. Geoffrey Hinton lui-même se dit qu'il est temps de s'inquiéter. Est-ce que toi tu t'inquiètes? Moi je m'inquiète pour l'humain. Je m'inquiète pas pour l'IA. L'IA, c'est nous qui la contrôlons, donc on en fait ce qu'on veut. Pour revenir au moratoire, alors c'est une vaste fumisterie, ça, hein, donc il faut arrêter les conneries. Joshua, je ne sais pas pourquoi il l'a signé, je pense qu'il avait bu un coup ou quelque chose, mais il faut regarder surtout le deuxième signataire. Qui est le deuxième signataire? Elon Musk. Donc, vous voyez, alors Elon Musk est quand même un truc à mourir, hein, de rire, là, en l'occurrence. 28 février, Elon Musk crée sa boîte d'IA. IA générative anti-woke, hein, parce que évidemment les IA génératives sont woke. Et donc là, lui, vous savez qu'il est anti-woke, donc il crée sa boîte d'IA générative anti-woke le 28 février. Et le 28 mars, il signe cette pétition de moratoire de 6 mois.
Alors là, tu réfléchis, tu te dis, attends, moratoire de 6 mois, ben, ça me donne le temps de faire mes modèles, de rattraper les mecs et de pouvoir faire tranquillement mon petit boulot à côté, tant que les autres, ils attendent. C'est une bonne idée. Non, bon. Alors ça, bon, il faut arrêter les conneries, encore une fois, là. Moratoire, ça veut strictement rien, c'est juste impossible. D'accord, c'est impossible, tu peux décréter tout ce que tu veux, tu dis ouais, on va décréter le moratoire. Je peux t'assurer que les Chinois, ils vont te dire ouais, allez les gars, arrêtez-vous, nous on y va. Bon, c'est pas possible d'arrêter la recherche, c'est pas possible d'arrêter les gens qui ont envie de sniffer le truc, de regarder, de continuer. Par contre, on peut d'une manière... le régulateur pourrait très bien dire, ben les gars, oui, on va se calmer un tout petit peu. Sur ce domaine particulier ici, il y a quelque chose de bizarre. Donc, pour les applications des choses, là, on peut parler de moratoire peut-être, ou de juste interdiction, ou de réglementation un peu sévère. Donc, il faut faire la différence entre la recherche et les applications. Donc moi, je suis très recherche appliquée. Hein, donc mes recherches vont très très vite dans l'application. Mais ça ne veut pas dire qu'au moment de l'application, je vais devenir hors la loi. Enfin, que potentiellement, je vais devenir hors la loi. Mais par contre, dans mes recherches, je veux savoir ce que je pourrais potentiellement faire. Et donc aussi comprendre quels sont les potentiels dangers. Si je ne joue pas avec le truc, si je ne pousse pas un truc, encore une fois, je parle de Marie Curie en 1903, si je ne pousse pas un peu les trucs, je ne sais pas. D'accord ? Donc, pour savoir, il faut chercher. Et donc, c'est là où la recherche est importante. Et puis après, on peut décider collectivement, effectivement, qu'il faut faire, non pas un moratoire, mais qu'il faut réguler des choses particulières qui potentiellement sont dangereuses pour l'homme, pour l'humanité, sont pas bien, sont pas morales, sont pas éthiques, blablabla. Là, ok. Très clair. Je m'attendais à cette réponse, hein, je t'avoue, mais oui, quand tu vois le deuxième signataire, justement, ça fait juste un peu sourire. Dans ton dernier livre que j'ai là, on va droit dans le mur. Avant-dernier. Pardon ? Avant-dernier. Avant-dernier. Ouais. Ah, il y en a. Mais c'est pas grave. Ah, d'accord. Il est déjà paru l'autre ? Ouais. Ok. Donc dans ton avant-dernier livre, on va droit dans le mur, tu évoques les enjeux écologiques et les liens avec la technologie. L'IA peut nous sauver ? Ouais, alors l'IA peut nous sauver dans le sens où, comme je dis, c'est des outils très puissants. Hein, donc on peut les utiliser dans des domaines très très particuliers qui vont nous permettre de faire mieux, d'être mieux, de se sentir mieux. Je parlais de la santé tout à l'heure. Donc il y a plein de domaines dans lesquels l'IA va nous sauver. Hein, va nous amener des choses et puis on aime bien notre petit confort, nos machins, tout ça. Donc l'IA va amener des choses. Et l'IA, d'un autre côté, est dangereuse. Elle est dangereuse dans certaines de ses applications, on en a déjà parlé. Hein. On parlait tout à l'heure en introduction du marteau qui fait mal quand on tape sur la tête. Hein. Donc effectivement, l'utilisation mauvaise de l'outil fait en sorte que ça peut être effectivement dangereux. Donc l'IA est potentiellement dangereuse dans son utilisation elle-même. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut la comprendre, etc. Bon, ça on en a parlé. Mais l'IA aussi est dangereuse dans sa... dans la façon même dont elle est utilisée. Donc, quand je parlais tout à l'heure des data centers, les data centers sont une aberration écologique. D'accord ? Donc il faut juste le savoir. Après, il faut peser le pour et le contre. Donc c'est là où on a l'histoire de la balance. Mais j'ai entendu parler tout à l'heure d'une boîte qui fait du federating learning. Federating learning, c'est intéressant parce que justement, c'est de la décentralisation. C'est quelque chose qui va nous permettre de faire au point de contact des data, de faire des choses et de ne pas avoir à centraliser le machin. Cette centralisation des data, aujourd'hui, est très très problématique quand on comprend que un modèle comme ChatGPT, il faut des semaines et des semaines de GPU qui travaillent sur ces milliards de données dont je parlais pour pouvoir créer le domaine. Je veux dire, ça coûte des millions. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Encore une fois, il faut regarder. Mais juste pour qu'on se donne une idée, parce qu'on n'arrive pas à toucher vraiment les choses, on ne comprend pas. J'ai deux exemples tout simples pour qu'on comprenne ce que ça veut dire. Un data center... celui qui, par exemple, a permis de jouer au Go. Vous voyez, donc il y avait cette machine qui, en 2016, a battu le champion du monde de Go. D'accord ? AlphaGo, ça s'appelait. Et donc, AlphaGo, il faut comprendre que c'était une machine avec à peu près 2000 ordinateurs, en gros. D'accord ? Donc, c'est un tout petit data center, mais 2000 ordinateurs juste pour jouer au Go, le machin. D'accord ? Et ça, c'était 440 kilowatts. D'accord ? 440 kilowatts pour jouer au Go. Alors, on trouve peut-être que c'est bien, que c'est une performance extraordinaire, ça va donner d'autres choses, on va dériver ces modèles pour faire autre chose, de la pharmacie, etc. C'est ce qui a été le cas d'ailleurs. Mais
je veux dire, là, il faut se dire, est-ce que vraiment je veux utiliser des machines qui vont péter 440 kilowatts pour jouer au Go, quand le champion du monde de Go, lui, en face, il a ça. Et ça, c'est quoi, là? Ça, c'est 20 watts. D'accord? On a un truc, on crée une machine soi-disant intelligente qui nous pète 440 kilowatts pour faire quelque chose que le truc à 20 watts fait pas trop mal. D'accord? Et en plus, ce truc à 20 watts, il fait plein d'autres trucs. La machine, là, le 440 kilowatts, ça joue qu'au Go. Hein. Tu lui demandes de jouer aux dames, il comprend que dalle. D'accord? Donc, c'est ça qui m'embête un peu quand on crée ces systèmes, c'est qu'on crée des systèmes qui sont des aberrations. Alors, encore une fois, il ne faut pas cracher sur le truc, parce que, comme j'ai dit, cet exemple-là, par exemple, de AlphaGo a permis plus tard de faire une machine qui allait recombiner les molécules. D'accord? Donc, c'était un pas, mais il faut faire attention, parce que ça prend énormément d'énergie quand même. Et peut-être, des fois, on peut mettre un peu plus d'énergie dans notre tête, en fait, réfléchir un tout petit peu plus, faire des simulations, faire des choses, avant de construire des machins qui ne servent à rien. Donc il faut juste faire attention. Un autre exemple, qui est emblématique pour moi et que j'aime bien donner quand on a des jeunes gens dans la salle, c'est l'exemple du selfie. Alors le selfie est une aberration écologique. Alors, vous ne savez peut-être pas, mais Greta machin là, qui m'horripile, elle est très gentille, elle fait des selfies en permanence. Il faut qu'elle arrête. Parce qu'un selfie, c'est 3 ampoules de 60 watts qui pètent pendant une heure ou deux. D'accord? On prend 1 milliard de selfies par jour dans le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 60 milliards de watts qui tous les jours sont utilisés pour les selfies. Ça sert à quoi les selfies d'ailleurs? Je sais pas. Donc, bon, vous en foutez, vous ne prenez pas de selfie, mais les jeunes qui prennent des selfies, en général, ils se disent après, oh, donc je suis avec Greta, mais je fais péter la planète. Bah ouais. Merci Luc. Et ton dernier livre alors, c'est? Un Français dans la Silicon Valley. C'est l'histoire de la Silicon Valley, ça explique les différences essentielles entre la Silicon Valley et la France. Et surtout, ça explique en fait la Silicon Valley. On nous saoule. Alors j'imagine que vous, ici, dans la région, vous avez certainement essayé de faire une Silicon Valley aussi. Hein, tout le monde fait des Silicon Valley partout. À Paris, on fait le machin là, Orsay, donc Saclay. Pardon. Non, ça me fait rire. Non, mais il faut arrêter les conneries. En Israël, ils ont essayé aussi. Enfin, il y a plein de gens, même aux États-Unis, à Austin, ils ont essayé grâce à Musk. Ils ont essayé. Alors, tous les mecs qui sont partis à Austin, d'ailleurs, j'ai une mauvaise nouvelle, ils sont tous rentrés dans la Silicon Valley. Hein, parce qu'ils se sont dit qu'Austin, c'est sympa, mais c'est quand même le Texas. Et donc, non, la Silicon Valley, c'est un endroit extraordinaire. Et c'est un esprit. Donc c'est pas un truc qu'on peut recréer, c'est pas un truc qu'on va dire, on va décréter comme à Saclay, on décrète que c'est la Silicon Valley française. Faut arrêter les conneries. La Silicon Valley, c'est un esprit, c'est hérité d'il y a 150 ans, c'est hérité de la conquête de l'Ouest, c'est un esprit américain, c'est le vrai melting pot américain, et ça n'a strictement rien à voir, surtout avec ce qu'on fait ici, on n'est pas très très bon en melting pot. Entendu. Je le lirai attentivement. Je me retourne vers Olivier. On a le temps pour quelques questions, hein, on est d'accord? Je vois des mains qui se lèvent. Bonjour, merci beaucoup. Pour l'histoire des voitures autonomes niveau 5, je suis un peu étonné qu'on peut dire que ça n'arriverait jamais. Le point de basculement, pour moi, n'est pas le moment où il n'y a aucun accident avec une voiture autonome. C'est le rapport entre le taux d'accident avec une voiture autonome et des accidents avec des êtres humains. Parce que les assurances vont décider si, pour assurer votre véhicule, pour que vous puissiez le rouler, est 10 fois plus cher que si c'est autonome, tout change. Et on n'a pas besoin d'avoir 100% de fiabilité. Oui, d'accord. C'est pour ça que ce sera niveau 4 et pas niveau 5. Donc niveau 4 sera certainement suffisant, largement suffisant pour pouvoir faire en sorte de dire qu'il y a beaucoup moins d'accidents. Au niveau 4, il y aura beaucoup moins d'accidents que les accidents provoqués par les humains. On peut certainement sauver à peu près 90% des accidents, ce qui fait quand même des vies, on va dire, 90% des vies avec le niveau 4, ce qui veut dire quand même 900 000 vies par an dans le monde. Il y a 1 million de morts sur les routes tous les ans.
Donc oui, le niveau 4 sera certainement suffisant pour décider ça, même certainement au niveau 3 déjà. Aujourd'hui, moi, j'ai des voitures qui sont autonomes et qui roulent très très bien sur les autoroutes. Parce qu'il n'y a pas de chat, il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de piétons, enfin tous les trucs chiants, quoi. Donc ça marche très bien dans des univers qui sont très connus, reconnus et compris. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'accident. On a vu qu'un des premiers accidents de Tesla, c'était un camion qui a traversé la route et qui a fait croire à la voiture que c'était le ciel. Bon, il y aura toujours des accidents, mais il y en aura beaucoup, beaucoup moins. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, déjà, avec les aides à la conduite, les ADAS, ce qu'on appelle les ADAS, ADAS++, de plus en plus, il y a de moins en moins d'accidents. Et effectivement, on va arriver à quelque chose qui est beaucoup mieux que nous. Les IA dont je parlais tout à l'heure, tous ces marteaux, toutes ces IA dont on parle, elles sont meilleures que nous par définition même de l'outil. D'accord ? L'outil, s'il n'est pas utile, il ne sert à rien. Ce n'est pas un outil. Et donc, du coup, les IA même, donc les voitures autonomes niveau 3 et niveau 4, vont être meilleures que nous. Et donc, ça suffira pour effectivement déclarer qu'on a de l'autonomie. Mais ce n'est pas le niveau 5. Le niveau 5 qui est donc cette autonomie ultime qui, elle, n'existera jamais. Et j'ai d'autres exemples, si vous voulez. J'en ai plein. Merci. Pendant que certaines personnes prennent une selfie peut-être par heure, les voitures autonomes ou les voitures connectées, soi-disant, prennent je ne sais pas combien de selfies par seconde, pour ne pas dire toute la surcouche pour traiter ces données, pour l'envoyer, pour faire des prédictions. Ouais. Alors que justement plusieurs acteurs nous ont inspirés pour accélérer, justement, on est dans la même métaphore, vers une transformation de société, de nos consommations, de nos mobilités. Alors que je suis assez surpris de ne pas voir plus de sujets. À quoi bon l'IA va faciliter, voire va empêcher peut-être ces transitions. Ouais. Merci. Alors, d'une part, juste pour parler des selfies des voitures, c'est vrai qu'ils en prennent énormément parce qu'il y a plein de caméras, il faut analyser tout ça, mais la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que en mode d'opération, c'est-à-dire que pendant qu'elles sont en train de tourner, ces selfies restent en local. C'est-à-dire que tout n'est pas envoyé là-haut sur le cloud, heureusement, parce qu'effectivement, ça serait un peu compliqué. Donc ça se fait beaucoup pour local. C'est un des problèmes, justement, parce qu'il faut quand même beaucoup de puissance de CPU en local, mais bon, en gros, quand même, ça, c'est relativement bien réglé. Il faut créer les modèles. Donc, effectivement, au moment de la création des modèles, il faut envoyer énormément de données là-haut pour pouvoir créer le modèle. Et puis après, les modèles sont dispatchés et ils sont locaux. Et donc, ce qu'on appelle l'inférence se fait en local dans la voiture elle-même. Donc, si je comprends votre question, en fait, c'est de dire, oublions en fait la mobilité, oublions un peu toutes ces bêtises là de faire les voitures autonomes et tout ça, mais faisons en sorte de ne pas utiliser les voitures du tout ou de faire autre chose. Si je comprends bien, c'est ça votre question. C'est une bonne question et c'est un peu aussi ce qu'on fait chez Renault. Je suis pas là pour avoir le drapeau Renault, mais ce qu'on fait dans plein de compagnies d'ailleurs ailleurs, c'est d'essayer de faire du partage, parce qu'un des problèmes de la voiture personnelle, c'est qu'elle reste 90% du temps garée. Et donc, point de vue utilisation, c'est complètement ridicule. D'accord ? Donc, point de vue optimisation, certainement, il y a quelque chose à faire ici. Et donc, il y a de l'auto-share qui se fait avec plein d'acteurs aujourd'hui. Bon, auto-share, on aime, on n'aime pas. Moi, j'aime pas partager ma bagnole avec des autres, mais bon, ça, c'est comme ça. Donc, il y a un petit frein quand même quelque part ici. Mais bon. Il y a des possibilités, il y aura des choses, il va falloir penser à des trucs auto-nettoyants un jour, je ne sais pas, enfin on verra comment ça se passe, mais il y a des choses certainement intéressantes. Et puis il y a les mobilités multimodales qui font en sorte qu'on apprend à faire de la trottinette, à faire d'autres choses et donc d'être beaucoup plus efficace. Donc je pense qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui font ça, qui essaient de comprendre ça et qui font en sorte de diminuer le taux de voitures, surtout dans les cités, dans les villes. D'accord ? Si vous allez dire ça à mes amis dans le Gers, ils vont être un peu plus réticents, quoi, parce que la bagnole, j'en ai besoin de temps en temps pour me déplacer, pour aller au point A au point B. Il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de machin et tout ça. Et il faut que j'ai une bagnole. Donc, encore une fois, c'est une question de balance, c'est une question de savoir où on veut mettre les choses.
il y a une chose qui est importante, la pandémie nous a appris, c'est qu'il est possible aussi de faire des meetings pas forcément en physique. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc c'est aussi de la mobilité, c'est la mobilité virtuelle. Hein. Alors on parle un peu moins en ce moment du metaverse parce qu'on nous a saoulés tellement avec qu'on en parle moins, mais le metaverse c'est une forme de mobilité. D'accord, donc alors c'est aussi une aberration écologique, hein, on peut en parler parce que recréer des mondes virtuels qui vont ressembler au monde réel, c'est peut-être pas exactement ce qu'il faut faire parce que ça demande beaucoup de ressources, mais quand on y réfléchit, le métavers c'est une forme de mobilité sédentaire. Bonjour, Cédric, ingénieur français. Désolé. Ah non, après on faisait ça par conviction et puis après on s'y fait au fur et à mesure des années. Si j'avais le temps, je te raconterais la blague de l'ingénieur, du prêtre et de l'ophtalmo qui joue au golf, mais peut-être à la pause. Et on n'est pas si loin. Maintenant, il faut y aller, hein, parce que moi je la connais pas et je pense que... Bon alors j'introduis le sujet. Donc c'est un ingénieur, un prêtre et un ophtalmo qui sont en train de jouer au golf. Et devant eux, ils sont tout le temps ralentis parce qu'il y en a qui jouent au golf devant eux et puis qui mettent des plombes à jouer. Ils envoient les balles à droite, à gauche, c'est jamais dans la ligne. Et puis il y a le directeur du golf qui passe et ils leur font bah, écoutez, qu'est-ce qu'ils font ceux de devant? Et puis le directeur leur dit bah, écoutez, en fait, ce sont des pompiers. Le golf a failli brûler. Et en fait, ils ont sauvé le golf. Donc en fait, ils peuvent jouer quand ils veulent, mais ils sont tous devenus aveugles. Ah merde. Alors ophtalmo, il fait bah, écoutez. Moi, si vous voulez, ils peuvent venir directement à mon cabinet et puis je vais regarder ce que je peux faire. Je peux peut-être faire quelque chose. Le prêtre, il dit moi, je vais prier les saints hein, parce que si l'ophtalmo, ça marche pas. Et l'ingénieur, il dit bah, écoutez, moi, je peux pas les soigner, mais ils pourraient pas venir la nuit plutôt. Ah, ok. Mais là c'est un ingénieur qui... ouais. C'est le sens pratique. Ouais, voilà, et d'où le fait qu'à force d'avoir cru qu'on pouvait faire l'impossible, mais il faut le faire en temps donné, on a commencé à dire ici, non, d'abord on ne peut pas, possible, parce qu'on a d'autres ont vendu des trucs, les commerciaux, et c'est bien que ce soit les commerciaux qui les vendent, parce que quand on n'y arrive pas, on peut toujours dire, ok, mais c'est bon, c'est les commerciaux qui l'ont vendu, on ne s'est pas compris, et ça marche comme ça. Alors, ma question, c'est que, voilà, selon moi, l'ingénierie, c'est d'abord des gens qui essaient de se comprendre. Même si dans l'opérationnel, on l'oublie, notre matière première, c'est de la connaissance. Or, la connaissance, ça s'échange par des mots, par des écrits, par des choses qu'on écrit. Donc, on a fait les systèmes critiques avec des exigences, des processus. Voilà. Alors, ça permettait de ne pas oublier un petit détail à la fin, voilà, mais ça fait des masses de connaissances. On a eu le buzzword du MBSE il y a une dizaine d'années, où moi j'y étais dedans. On s'est dit, mais non, avec ça, maintenant, on va mieux se comprendre. Finalement, c'est toujours pas là. Et donc, je me demande, est-ce que selon vous, est-ce que le prochain design, est-ce que la prochaine boîte, que ça soit du Renault, que ça soit du Airbus, qui arrive à faire une IA qui permet de comprendre le système et qui permet à ce que tous les agents qui ne comprennent pas, voilà, puissent dialoguer entre eux, mais surtout puissent vérifier auprès de l'IA qu'ils ont bien compris. Ouais. Ben ça, c'est certainement une des bonnes applications des IA génératives, hein, dont on parlait tout à l'heure. C'est la façon... le problème qu'on a quand on partage des informations, en général, c'est un problème d'interface. Hein. Les API ne sont pas les bonnes. Et donc, on ne parle pas forcément de la même chose et tout ça. Et donc, la bonne nouvelle des API, des intelligences artificielles génératives, c'est qu'elles nous permettent d'avoir de la variabilité. Et donc cette variabilité qui peut potentiellement nous permettre quand on interroge une base de données ou alors une autre personne ou quelque chose, de pouvoir faire en sorte de faire rentrer cette variabilité dans le dialogue et de faire en sorte, en gros, de se comprendre et donc de partager la même information, même si on n'a pas exactement le même vocabulaire pour pouvoir y accéder ou pour pouvoir la récupérer. Donc il y a de plus en plus de systèmes, de manuels justement, qui sont... vous avez dans une bagnole un manuel en papier, et puis vous allez chercher comment regonfler les pneus. Vous allez chercher à l'index, vous allez chercher au hasard, je ne sais pas comment vous allez chercher, mais chacun va avoir sa manière de chercher le machin.
avec une IA générative qui va vous permettre d'interroger le manuel. Vous allez pouvoir avoir autant de façons d'interroger le manuel pour avoir la pression des pneus, pour savoir comment regonfler les pneus, que de personnes qui utilisent la bagnole. Parce que justement, ça introduit cette variabilité. Donc j'imagine que maintenant, dans des bases de données locales, encore une fois, avec le caveat, il faut faire attention de ne pas donner tout à monsieur OpenAI, je pense que ça va permettre ce genre d'IA d'uniformiser la façon dont on partage l'information à l'intérieur d'une entreprise. Donc je pense que c'est une excellente application, par exemple. On va s'arrêter là, malheureusement, pour les questions, si on veut garder un tout petit peu de temps pour la pause nécessaire. Vraiment, un grand merci. Plaisir. Luc Juillard. Merci Luc. On peut vous applaudir. Merci Grégory.